voilà. Déjà, il y a un nom qui ne me plaît pas, c'est la contre. Pourquoi elle est contre incurvation? Qui est-ce qui a posé la question? Qu'est-ce que ça veut dire contre? Ça veut dire que c'est pas avec déjà. Donc il faut savoir pourquoi on l'appelle contre-incurvation. C'est-à-dire qu'elle va à l'encontre du cheval pratiquement. Après, bien sûr qu'on va s'en servir. Et alors pourquoi? Bien sûr qu'on va s'en servir. Bien sûr qu'on va mettre le bout du nez à l'extérieur à un moment donné pour tourner, pour ramener les épaules, on va s'en servir un peu, mais pratiquement pas. Est-ce qu'en dressage à haut niveau, on se sert de la contre-incurvation? Qui est-ce qui fait de dressage à haut niveau? Ici. De quel niveau Est-ce que dans des reprises de dressage, vous voyez un appui avec un cheval qui a la tête à l'inverse de l'endroit où il y a fait un appui? Est-ce que vous voyez un cheval qui a incurvé? Non. Non. À quoi ça servirait la contre-incurvation? Alors vas-y, non, des scientifiques. Il existe quand même, par exemple, la contre-accolandante. C'est-à-dire, le cheval se déplace vers son côté convexe. C'est-à-dire? Cheval incurvé à gauche qui se déplace en agrandissant sa courbe ou son cercle. C'est-à-dire qu'il se déplace vers l'extérieur. À droite, donc il reste incurvé à gauche et il éclaircit son cercle. Oui. Ça ne me gêne pas du tout. Oui. Ça, c'est pas de la contre. Ça, c'est pas de la contre. Comment on dit? La contre-incurvation. La contre-incurvation, ça serait d'avoir un cheval qui soit incurvé dans son corps, mettons à gauche, et quand tu le mets en flexion à droite dans son encolure. Donc là, c'est ce qui arrive la plupart du temps. On l'a vu avec notre ami, avec la jument grise. Matisse, qui prenait ses tournants avec la jument qui pouvait aller en arrière à gauche, avec le bout du nez à l'extérieur. Donc on avait des cervicales qui étaient bloquées et un cheval qui passait au-dessus de la main à tous les coups, quoi. Donc ça, on va à l'encontre, le cheval à l'encontre et des douleurs cervicales beaucoup. Très très dangereux la contre-incurvation. Maintenant, savoir que si on prend en tauromachie ou tout le travail qui est fait avec les deux rênes dans une seule main, on va avoir des chevaux qui tournent en rêne d'appui avec le bout du nez à l'extérieur, un peu comme les cow-boys, quoi, je veux dire, un peu dans ce sens-là. Là, ça me gêne moins parce qu'il n'y a qu'une main en action. Les deux mains ne peuvent pas être à contraire l'une contre l'autre. Si on demande avec les deux rênes dans une seule main, ça ne me gêne pas. Si on demande avec une rêne dans l'autre, on fait craquer les cervicales, on leur fait des douleurs terribles aux chevaux. Donc, c'est vraiment pourquoi s'en servir, à quoi ça va nous servir. Non. Par contre, c'est vrai que je suis d'accord, en flexion à gauche, sur le cercle à gauche, on l'a dit tout à l'heure dans la journée, je l'ai dit en tout cas, on peut très bien revenir en appui à l'intérieur du cercle ou élargir son cercle avec une jambe intérieure, on l'a fait, pour élargir le cercle, ça ne me gêne pas du tout. Mais on gardera le cheval en flexion, ou d'un côté, ou à gauche, ou à droite. La mode en concours pour l'instant, et certains cavaliers passent de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. C'est terrible pour les chevaux, ça sert à rien. Ça n'a aucun, à part le fait de dire moi je suis caïd, j'arrive à mettre la tête à droite à gauche. Les chevaux, c'est pas très bon. Évidemment, on peut arriver à s'oublier un petit peu éventuellement. Mais on sait que le cheval, l'encolure, il arrive à s'enlever une mouche sur la hanche très facilement à gauche et à droite. Le problème, il n'est pas là. Si on va l'assouplir, c'est dans son dos, dans ses postérieurs et ailleurs, mais en tout cas pas dans son encolure. On va lui mettre rond son encolure pour qu'elle puisse servir son dos. Vous avez beaucoup insisté dans les séances de travail auprès de cavaliers qui avaient la jambe intérieure bloquée justement sur le travail sur le cercle. Est-ce que vous pouvez resituer ça avec l'intérêt d'intervenir avec la jambe intérieure pour incurver le cheval? La jambe intérieure, elle peut servir, la jambe extérieure, elle peut servir, mais encore une fois, la demande est précise, courte, préparée et relâchée. Ce qui me gêne, c'est la main qui reste bloquée en haut pendant 4-5 secondes pour rien, la jambe qui reste bloquée pour essayer de me raccrocher parce que je vais tomber de l'autre côté, ou parce que j'ai une mauvaise selle qui me met les pieds comme ça et les mollets dedans. Donc ça me gêne beaucoup. Parce que le cheval, ça ne me gêne pas moi, ça gêne les chevaux. Ça gêne beaucoup le cheval. On voit les chevaux qui ruent, la jument grise qui ruait tout à l'heure. Dès qu'elle a des pieds parallèles, la jument n'a plus du tout rué. Donc le mollet de la fille, l'enquiquinait beaucoup. Alors elle rue, la jument
moi, c'est la seule manière de dire, bon, s'il parlait, les chevaux, heureusement, il ne parle pas, mais s'il parlait, il aurait dit, décoince ta jambe. Donc, il demande, des chevaux, il me demande à moi de dire, est-ce que tu peux dire à la fille qui s'envolait comment ça va? Donc, c'est un peu ça, quoi. La jambe, bien sûr qu'on va se servir des jambes, bien sûr qu'on va se servir des mains. Mais il faut déjà apprendre à ne pas s'en servir, à ne pas s'accrocher avec, quoi. Ni à la main, ni avec la jambe. Donc, pour être libre, encore une fois, c'est vrai que si on prend en mémoire la matinée, la première vidéo qu'on a vue de cette fille sur ce cheval gris de William, la fille était relâchée de partout. Il n'y avait pas de point de raideur ou de point fixe, d'action qui durait longtemps, quoi. Il y a une action relâchée, on demande une action, on relâche directement. C'est par rapport à l'équilibre. Quand vous arrivez sur un obstacle, que votre cheval est sur la main, il arrive parfois que le dos se creuse un peu et les jarrets du coup partent un petit peu derrière. Le dos se creuse en fait. Le fait de les garder en incurvation, le fait de les mettre en ligne droite, en les régulant avec l'arrière extérieur, on arrive à contrôler ça un petit peu. Toi, t'es forte. Non, justement, je pose la question. Une fois que tu as perdu le dos, à mon avis. Non, mais justement, est-ce que pour ne pas perdre le dos, le fait de réguler avec l'arrière extérieur, on arriverait à maintenir ça? Et il faut retrouver l'attitude de l'encolure. Tu ne peux pas. On aurait pu faire sur un tableau. Physiquement, les muscles dans l'encolure sont directement liés avec les muscles du dos. Donc, c'est très difficile d'avoir un dos rond avec un cheval engagé, avec une encolure fausse ou un cheval qui est passé au-dessus de la main. Ça, c'est sûr. Donc, pour rattraper le truc, bon, s'il faut rattraper la catastrophe, on va lâcher la main. Pour libérer l'encolure pour que le dos puisse repasser. Ça, on le fait dans les tournants. On le fait très vite, on écarte les mains dans le tournant pour reconstruire le cheval parce qu'on a eu un coup de manchette un peu malheureux sur la verticale. On prend le tournant suivant, on reconstruit le cheval vite fait, soit on ouvre la main, soit on écarte les mains, soit on remet l'encolure ronde pour que le dos revienne, que le postérieur puisse passer et puis qu'on puisse retravailler après la sortie du tournant pour aller sauter. Oui, d'accord. Je pensais plus au cheval en fait qui plonge un peu en avant. Un cheval qui plonge en avant, il ne creuse pas son dos. Ben, non, mais il plonge, il lâche un peu le dos en fait. Il faut que je revienne voir celui-là. Celui-là, je veux le voir. Est-ce que j'en veux? Bon, il faudra envoyer une vidéo alors. J'enverrai une vidéo. Oui, s'il descend son encolure, le dos va remonter. Physiquement, c'est impossible, à moins qu'il ait été coupé les ligaments, je ne sais pas quoi, mais c'est pratiquement impossible, quoi. Qui perd son engagement parce qu'il s'ouvre, parce qu'on laisse s'ouvrir complètement, se répandre et qui s'ouvre et qui se met sur la. Ok, d'accord. À ce moment-là, c'est une question d'attitude du galop. C'est une question de le cheval qui était possédé d'une position et qui tout d'un coup s'ouvre. Oui, c'est ça, il se répand. Oui, c'est ça, il se répand en fait. Voilà, ce qu'on appelle ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a la tête qui descend et puis les postérieurs qui recule. Bon, mais là, c'est sûr qu'il faut remettre un effet d'ensemble pour arriver à ce que le cheval revienne. Mais je veux dire qu'il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne des postérieurs. Quand on a les postérieurs, on a la bouche. Si on prend que la bouche, on a, s'il est dans cette attitude-là, c'est difficile. Ah, c'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci. Y a-t-il une autre question? Quand on commence à travailler un cheval, on lui demande la descente d'encolure. Est-ce que c'est normal qu'il baisse son trot? Qu'il ralentisse sa violence, oui. D'accord. Ça, c'est normal. Et On laisse faire. On le laisse faire et au fur et à Et mesure. après, une fois qu'il est installé, on leur demande de rallonger. Voilà, une fois qu'il est installé, on attend qu'il vienne tout doucement à l'allure supérieure. Ça dépend du tempérament du cheval, de la réponse, ou de son état de fraîcheur, etc. Mais en général, on sait très bien que, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je le dis souvent, c'est-à-dire qu'un cheval, quand il a la tête en l'air, il est prêt à fuir. C'est un animal de fuite. Dans les prés, il met la tête en l'air, les oreilles pointent comme ça. Et à ce moment-là, il y a peut-être une glande qui sécrète de l'adrénaline. Et le cheval est prêt, tout son cœur se met à taper, et le cheval part en fuite avec les autres, fuit très 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 vite. C'est un cheval qui part très très vite, on lui remet la tête en l'air, on fait remonter le cœur, et à ce moment-là, il part, c'est un animal de fuite. Par contre, quand il baisse la tête, il y a une glande qui est juste sous la lèvre, qui s'appelle l'endorphine, qui justement calme et endort. Et plus on met la tête d'un cheval en l'air, plus il s'excite, plus on la met en bas, plus il se calme. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui essayent de calmer leurs chevaux en leur tenant la tête en l'air. Surtout les Sud-Américains, c'est quelque chose
terrible. On a eu tendance à mettre les chevaux comme ça très très haut en disant mon cheval s'énerve, je ne sais pas pourquoi, le cheval a mal au dos, il tient la tête en l'air, on remonte la main parce qu'il a la tête haute, et là on arrive à faire des situations dangereuses, même à la limite. Alors que si on leur descend la tête, et ça c'est ta première question, pourquoi mon cheval ralentit? Parce que dès qu'il a la tête en bas, il se calme, et après à partir de ça on peut travailler. Voilà. Et ça c'est vraiment très important. Et c'est mécanique encore une fois. Une question en bas. Oui, moi c'était par rapport, vous avez beaucoup parlé d'extension d'encolure, et je voulais savoir spécifiquement dans le travail des jeunes chevaux, les 4 ans, 5 ans, savoir s'il valait mieux les laisser dans un équilibre un peu naturel ou s'il fallait chercher à les descendre en début, fin de travail. Ça dépend un peu des chevaux. Tous les chevaux qui ont du mal à porter le cavalier, et il faut absolument qu'ils prennent du dos, qu'ils se musclent dans le dos. Donc en terrain varié, bien sûr, aller à l'extérieur beaucoup, qu'ils prennent la musculature pour porter le cavalier. Cavalier qui devra avoir une assiette légère ou assez en suspension pour justement soulager le dos en attendant qu'il soit fort. On a aujourd'hui aussi. D'une part. D'autre part, ça dépend bien sûr du cheval, parce qu'il y a des chevaux qui sont dans une attitude naturelle très bien, et il faut les laisser, je veux dire. Mais la majorité des chevaux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'apprendre à porter le cavalier et à servir de leur dos avec un cavalier. Et la facilité qu'on a, c'est d'être assez bas, bien sûr. Mais on peut passer de l'un à l'autre, je répète, on ne va pas faire des séances de des heures la tête en bas. Mais simplement, le cheval, certains chevaux, même quand on travaille en dressage, très fermé, au bout du galop sur place, ou des changements de pied, etc., avec des vols très courtes, au bout de 3 minutes, ils demandent à cette extension d'encolure-là, il faut leur donner, la laisser faire, il faut justement que les vertèbres, que l'énergie puisse recirculer dans toute la ligne du dos, qui passe sous la selle d'encolure jusqu'à la bouche. Il faut que cette énergie puisse recirculer, parce que justement le cavalier, par sa maladresse, nul n'est parfait, ne peut bloquer cette énergie du cheval. D'accord, donc ça peut être une sorte de récompense dans le travail. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ah oui, il le demande, il faut laisser faire, bien sûr. Et après, quand on reprend un cheval après une extension d'encolure, ne serait-ce que 15 secondes, le cheval est bien mieux, parce que l'énergie recircule à nouveau. Alors si on met une attitude forcée assez haute, la nuque, le poing le plus haut, longtemps avec un dos qui n'est pas toujours en place, au bout d'un moment ça crise, puis il ne sait plus marcher derrière, il est régulier, etc. Un cheval qui commence à être irrégulier, vous le tendez vers le bas, il se rééquilibre et il se met à trotter régulièrement. Moi je reviens sur un sujet qu'on a effleuré un tout petit peu ce matin, les rivières. Quand on a vu à un moment Edwina Alexander faire sa Georgette à Bordeaux, vous avez dit elle a baissé le regard, un petit peu de crainte. Je voulais savoir, par exemple, avec un cheval comme Nénuphar, qu'on savait poser un petit peu de soucis sur ces obstacles-là, de quelle manière, quelle approche pour mettre un petit peu les chevaux en confiance, les chevaux qui sont un petit peu délicats sur ce profil d'obstacle et qui depuis plusieurs années, depuis 4 ans, 5 ans, craignent ce type d'obstacle. De quelle manière, est-ce que vous avez réussi à lui faire passer cette phobie de l'eau et de quelle manière? Oui, en fait, c'est un cheval qui était, moi j'ai reclé, tout le monde le sait, mais il ne sortait que dans les terrains en sable où il n'y avait pas de rivière, le jour où il n'y avait pas de rivière, etc. Et donc moi j'ai quand même basculé dans l'autre sens où j'ai fait quand même Fontainebleau, les rivières, enfin il a fait Chantilly aussi, la grande rivière, etc. Plein d'endroits où il a sauté même d'un double billet, après une grosse combinaison aussi à Barcelone, donc un cheval ça lui était passé, et pourtant il avait eu des traitements assez forts, même trop fort, je pense, sur les rivières, donc ça les marque beaucoup. Tant qu'ils ont simplement de l'appréhension en tant que jeune cheval, on arrive très vite à leur passer, mais quand ils ont eu des mémoires et qu'ils ont réussi, qu'ils ont gagné finalement sur le cavalier, parce que les répétitions de je vois une rivière, je m'arrête et de toute façon je ne la passerai pas, quoi qu'on fasse, ça devient un réflexe chez eux, rivière, stop et quoi qu'il arrive. Donc il faut arriver à passer là-dessus et à changer complètement le comportement. Et pour ça, c'est la répétition, justement. Déjà, moi, la plupart du temps, je travaille à la longe sur des rivières de rien de 50 cm, je commence 50 cm dans les deux sens, avec beaucoup de récompenses. Et à force de les passer à droite, à gauche, et de l'élargir, passer des bidets, etc., de récompenser chaque fois, mais sans chercher la bagarre, jamais, quoi. Jamais, 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 jamais.
je veux dire que c'est d'eux-mêmes qui doivent aller quoi, après sauter ça. Donc il faut que l'obstacle soit vraiment pas un obstacle exceptionnel. Le problème des rivières, c'est souvent les cavaliers qui la découvrent, les chevaux, je veux dire, la découvrent en concours un jour parce qu'on a la maison, on n'a pas eu ou parce qu'on n'a jamais sauté. C'est un peu dommage. Il y a une éducation à faire avec les chevaux. Mais en tout cas, pour les chevaux qui ont été traumatisés par les rivières ou qu'on a vraiment peur, on arrive toujours avec de la patience à leur faire passer à la longe, tranquillement, avec juste des toutes petites choses et puis en des répétitions. S'il faut la passer tous les jours, on la passera tous les jours. Il y a une rivière d'1 mètre, après de 2 mètres, après de 3 mètres, et puis après c'est un jeu, quoi. Mais celui-là, il était effectivement un des plus marqués que j'ai jamais vu. Oui. D'accord, donc à la fin de son aventure chez lui, vous avez quand même réussi à le remettre en confiance avec ce profil d'obstacle. Il pouvait aller sur un peu n'importe quel parcours. Tout sur l'herbe, des grands terrains comme Barcelone, ouais, non, ça, il a fait Chantilly ou les grandes rivières de Chantilly, après sans problème, mais sans inquiétude, quoi. Enfin, bien sûr qu'il faut pas regarder la rivière, pas regarder par terre. Merci. Moi, je voulais vous demander, pour cavalier de tout nouveau, quels conseils vous pouvez nous donner au niveau de l'organisation de notre détente en concours? Comment vous faites, vous, quand vous arrivez en concours? Comment vous organisez votre détente? Je me doute que ça dépend aussi du cheval que vous allez monter. Mais moi, en ce moment, je mets 20 chevaux à peu près. Je monte dessus mon cheval 20 chevaux avant mon numéro. C'est ça qui vous savez? Ouais, et qu'est-ce que vous lui faites faire à votre cheval? Déjà, si c'est le premier jour un cheval un peu délicat, effectivement, je vais le sortir déjà une fois avant de le sortir pour le détendre. Juste lui montrer le paddock, le remettre au box, revenir au paddock après, pas venir que pour sauter ou pour voir les copains s'il est énervé ou s'il a peur des autres chevaux. Donc après, c'est prendre son temps au pas, avoir un grand moment au pas, tranquillement, quitte à aller sur le paddock, ressortir, revenir dans le paddock, faire cette expérience-là avec des chevaux un peu délicats. Des chevaux qui ne posent pas de problème, mais on fait un travail normal, on chauffe normalement, on part trop au galop, on change le pied, un allongement ou deux, des ralentissements au galop, puis après on va sauter le minimum d'obstacles. Mais il n'y a pas de. Je sais pas que. Est-ce que c'est plus faire justement travailler, si on le peut, les incurvations on répète un peu tout. Hein. En fait, bien sûr, après, suivant l'épreuve, on peut spécifier, être plus spécifique, disons, dans la manière de détendre, mais en règle générale, c'est une fois que tu tombes à droite, à gauche, au galop, et qu'on peut allonger et ralentir, ça y est, quoi, ça suffit. Mais je crois qu'il faut le demander, il faut aller... en tout cas, ce qui manque souvent, c'est que les cavaliers ont l'appréhension, la plupart du temps, d'avancer au galop au paddock. C'est-à-dire qu'ils attendent d'être sur le terrain pour prendre le galop qui correspond au numéro 1, etc., l'obstacle numéro 1. Donc le cheval, tout d'un coup, il se sent projeté dans une vitesse qu'ils n'avaient pas fait juste à la détente. Donc je favorise un tout petit peu des allongements au galop pour mettre déjà dans un galop qui correspond au parcours, quoi, je veux dire. Parce que souvent les cavaliers sont rétrécis au paddock et puis ils rentrent en piste et il faut prendre un galop plus important et à ce moment-là ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus le contrôle, quoi. Et à la maison c'est pareil, c'est quitte à aller à 60 à l'heure, revenir à 25 et aller à 60, revenir à 25, de manière à ce qu'après en parcours ça devienne facile, quoi. Avec les chevaux, plus ils travaillent, mieux ils sont. Hein. Il faut vraiment savoir qu'un cheval il a besoin de travailler si possible 1 heure par jour minimum, quoi. Donc c'est important que le cheval travaille, qu'il soit en condition, et voilà. Alors à partir de là, le concours n'est plus du tout un effort, quoi. Ça devient normal, physiquement c'est facile. Le concours devient difficile pour un cheval quand il n'a pas de physique pour le faire, quoi. C'est comme nous, si on veut faire un marathon sans préparation, ou enfin un exercice physique sans avoir préparé. Si on est préparé au-dessus de l'effort qu'on va devoir avoir à faire, on peut sauter tous les jours, hein, presque. C'est le manque de préparation des chevaux, souvent le manque de préparation à la maison, mise en condition. La mise en condition des chevaux est vraiment importante. Une petite question, je vois beaucoup de cavaliers avoir la main fixe au galop dans l'espace. Alors pour moi la main doit être fixe par rapport à la bouche du cheval.
Et du coup, on voit des chevaux s'enfermer. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est une mauvaise compréhension de la fixité de la main. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est où l'espace? L'espace, c'est que la main est fixe en fait. Pendant le saut, tu veux dire? Non. Alors, je le vois plus sur le cavalier, je vois ça beaucoup plus sur le plat, notamment chez les cavaliers de dressage, où la main est fixe, elle ne bouge pas. Alors qu'au galop, il y a bien le mouvement du balancier, et que la main devrait suivre ce mouvement-là. Bien sûr, oui, c'est évident. Oui. Ouais. Mais je ne sais pas si vous le voyez, ça, dans les cavaliers que vous entraînez. Je vois cette articulation du cou qui est bloquée au galop, qui fait que le cheval va s'enfermer à chaque foulée. Alors on le voit peut-être moins en CSO. Non, on le voit moins. Moi, je pense qu'on le voit moins en CSO, parce que d'abord, avec la position en suspension, ça donne beaucoup plus de souplesse. Et puis ensuite, on a quand même obligé dans le travail quand on saute, forcément d'avancer la main au moins d'un centimètre minimum pour pouvoir sauter. La main, on va ouvrir sans arrêt à ce niveau-là. C'est vrai que vouloir tenir, c'est un réflexe humain, c'est-à-dire tout ce que je peux prendre, hein, je garde et je tiens. Donc ça, c'est un réflexe humain, mais je crois que, en tout cas, c'est plus peut-être au niveau du dressage qu'au niveau du saut d'obstacle, parce que bien sûr qu'il y a des cavaliers qui ont la main plus ou moins dure, plus ou moins fixe, mais c'est pas un gros défaut qu'on rencontre, je crois pas. Non, ça n'y a pas d'idée. Oui, donc je reviens sur la préparation du concours. La séance de la veille, j'ai deux coachs, et il y en a un qui me dit laisse ton cheval tranquille, il aura du gaz dimanche, et l'autre qui me dit justement fais une petite séance sport de 20 minutes où tu vas un peu le mettre un peu en inquiétude pour qu'il soit bien vif et bien réactif le lendemain. Donc, non, il ne faut pas changer de coach. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Je crois que chaque cheval a un peu son cérémonial, chaque cheval ou chaque cavalier. Je veux dire, il est certain que la veille du concours, on ne va pas sauter 1,50 m, on ne va pas faire des gros parcours, etc. Mais on va garder quand même le cheval en travail de toute façon. Il faut que le cheval il travaille et qu'il sorte et qu'il ait la répétition au moins du travail sur le plat qu'on a besoin. C'est-à-dire l'allongement, ralentissement, au trot, etc. C'est pas parce qu'il va, au contraire, rien faire la veille, je crois que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment le cheval, il a besoin de travailler, continuer à travailler régulièrement, jusqu'au jour du concours, que ce ne soit pas le cheval. Bon, si évidemment il a un transport de 24 heures ou de 18 heures de camion et puis qu'on n'a pas tardé de monter, on tournera à la longe, on marchera en main, ce qui arrive parfois dans le concours. Et la plupart du temps, malgré ça, le lendemain matin, on les monte avant l'épreuve, justement pour les dérouiller un peu. Et les chevaux, plus ils bougent, de toute façon, mieux c'est, ça c'est sûr. Et garder le cheval frais pour la compétition, ça c'était il y a 40 ans, je sais. Oui, donc je reviens sur le fonctionnement du cheval. Quand on voit par exemple Marcus Henning qui travaille avec un angle tête-encolure assez fermé, où Eric Navet justement cet angle beaucoup plus ouvert, malgré tout les deux ont des chevaux qui fonctionnent à voir très bien, avec des chevaux très en ordre. Il y a quand même plusieurs méthodes différentes pour arriver à un bon résultat. Quel est vous un peu votre avis, votre recul sur ces différentes équitations, laquelle vous conviendrait le plus Moi, je pense que le souci prioritaire d'un cavalier, c'est le fonctionnement du dos et les postérieurs du cheval. Alors, bien sûr, en plus, moi je parle presque d'extension encolure, c'est peut-être une bêtise de ma part, mais je pense que pour que ça fonctionne derrière, il faut qu'il soit libre devant, ça c'est certain, pour retrouver leur équilibre, etc. Mais je crois que se focaliser sur l'avant-main n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que l'attitude, si je veux voir un petit peu le travail de cavalier, je vais regarder celui qui aura le cheval, qui aura un meilleur dos et qui bougera le mieux ses postérieurs et son bassin et ses hanches. Voilà. Et celui-là, je le citerai plus en exemple qu'un cavalier qui, parce que son cheval est un peu enfermé ou un peu plus loin,
s'il a une bonne connexion, en tout cas, les deux ont toujours les rêves au contact, hein, toujours avec Navet et Marco Sénig. Les deux ont des chevaux qui fonctionnent bien avec de l'amplitude, surtout Eric Navet. Mais par contre, je crois que c'est en tant que nous, spectateurs ou cavaliers, qui essayons de faire comme eux, c'est vraiment le fonctionnement du dos et des postérieurs qui nous intéresse aussi. Parce qu'un cheval qui a un bon dos, qui a des postérieurs qui fonctionnent bien, en général, l'encolure, on veut, ça n'a pas d'importance. Bonjour Michel. En fait, je voulais profiter un petit peu de votre expérience. Pour les cavaliers qui font beaucoup de concours internationaux, par exemple, le cheval chaque 2 semaines, il va une semaine à Espagne, le deuxième semaine, il va à Oslo. Là, le climat, ça change. Si là, en Espagne, ça fait 30 degrés, après 2 semaines, il va à Oslo, il fait -5. Est-ce que là, il change quelque chose, le cavalier, pour préparer quand il fait froid? Est-ce qu'au détente, il change de l'équitation? Est-ce qu'au technique, il... Donc, je pense que là, quelles que soient les conditions, moi, le complet m'a beaucoup servi pour ça. C'est-à-dire que j'avais toujours des chevaux qui étaient pratiquement, par quelques exceptions, plus prêts pour faire que l'épreuve qu'ils avaient courir. C'est-à-dire que quand j'ai débuté en complet, mes chevaux, je faisais de la randonnée, etc. J'allais dans les montagnes, et un cross de 3000 mètres, pour eux, c'était de la rionne. Donc si le cheval est en condition physique forte, c'est-à-dire s'il est capable d'avoir un bon boulot, travailler régulièrement, des trottings, galoper, tenir un bon galop, d'avoir une bonne musculature, d'avoir une condition physique formidable, vous pouvez le mettre dans le désert un jour, le lendemain ça va aller, c'est comme nous, quoi, je veux dire. Si vous avez un cheval qui est faible, qui n'a pas de musculature, pas de respiration, qui n'a pas de condition physique, qui n'a pas un physique fait d'athlète, là, ça va être plus difficile, le changement de température, le changement de climat, le changement d'écurie, le changement de tout ça. Dès qu'il va y avoir un petit souci, paf, c'est comme les personnes, les athlètes qui sont toujours en mouvement, c'est pas la petite grippe qui passe qui va les arrêter. Donc ça, on continue. Donc je crois que ça, c'est la priorité. Après, c'est vraiment s'il fait froid, on leur met une couverture, s'il fait chaud, on met un ventilateur. Mais je crois qu'il n'y a pas... Est-ce que j'ai répondu à la question ou... La condition physique du cheval, de l'humain aussi, du physique est vraiment important. Ça enlève beaucoup de soucis. Un vétérinaire spécialisé, un grand professeur qui est là, ne dira pas le contraire. Dans le travail à la longe, quand tu as pris River, le côté où tu l'as tourné, c'était plutôt le côté crinière, hors crinière ou... Côté hors crinière. Côté plus dur donc. Le côté plus difficile, mais plus dur, à la fois plus dur, mais à la fois, vu que de l'autre côté, donc du côté crinière, je serais tombé sur son postérieur faible en tournant sur un petit cercle, donc je risquais d'avoir du mal à ce qu'ils viennent coopérer. Donc si tu veux, ils n'avaient pas de poids du tout sur, et on en reparlera si tu veux, c'est un sujet important, c'est sûr, dans lequel peu d'écrivains ont écrit, peu de cavaliers sont, je sais que le Roland en parlait, que Forlini en parle un petit peu, de ce travail-là aussi, mais on va travailler, en tout cas pour ce qui concerne ce matin, pour revenir vraiment sur le sujet, ce que j'essaye de faire, c'est de faire céder, ce que j'ai fait, c'est de céder le côté fort du cheval, je veux dire, tout en ménageant le côté faible. Ménager, c'est... Ménager, c'est-à-dire ce que je t'ai dit quand tu étais sur ton cheval, n'appuie pas, ne fais pas forcer ton cheval à l'endroit sur son postérieur faible, ne te mets pas sur son côté faible, ne demande pas ce qu'il travaille son côté faible. Parce que là, il va grincer les dents, il va mettre sa tête en l'air, il va creuser son dos et ça lui fait mal. Par contre, si tu laisses, t'appuies sur les points forts et tu travailles sur les points forts et seulement après, le point faible va pouvoir fonctionner, se chauffer, se mettre en place et seulement un des postérieurs va pouvoir prendre sa force et sans contrainte. Si on vient directement sur la contrainte du faible, ben tu deviens encore plus faible et en révolution, je veux dire. Alors qu'instinctivement, c'est le côté dur qu'on a l'impression d'aller contre. Oui, mais dans le cas que j'ai fait... Donc il faut changer un peu ces représentations, parce que
Justement, pour moi, le côté facile, c'était le côté où il... Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à gauche, c'est plus difficile, et par contre, on l'attaque à gauche, quoi. Moi, j'ai pris à gauche, justement, parce que à cause du postérieur faible, d'une part, et d'autre part, dès que ce que j'essayais de faire, c'était de garder en flexion du côté orthrinienne en flexion gauche ce matin, et d'écarter mon cercle. C'est-à-dire comme une session à la jambe. C'est-à-dire quand tu te mets sur un cercle du côté du côté orthrinienne, si on prend ce cheval-là du côté gauche, en cercle à gauche, si on devrait monter dessus, on ferait une session à la jambe gauche pour élargir le cercle, et à ce moment-là, le mettre en accuracy en flexion en élargissant le cercle. Donc une chose assez facile à faire pour un cheval. Quand tu pousses comme ça à l'extérieur, c'est assez facile un cheval. En gros, la même chose que tu as fait à la longe. Oui, c'est ce que j'ai fait à la longe. Non mais monter, c'est la même chose. Ah oui. Tu fais la même chose monter qu'à la longe. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du travail au galop à faux. Je m'en sers peu. Je sais qu'il y a des cavaliers qui adorent ça. C'est vrai que ça rééquilibre certains chevaux. C'est vrai que... Mais on arrive à faire je vais dire déglinguer un peu le cheval. C'est-à-dire que les chevaux n'arrivent plus... Ça les met dans une attitude un peu fausse. Qu'est-ce qui me gêne le plus? C'est l'utilisation exagérée, je pense, du galop à faux. Je pense que c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Il y a des marteaux, il y a des lingues, des gens qui travaillent que au galop à faux. On les voit, leurs chevaux finissent quand même la tête en l'air, le dos creux et les jarrets loin. C'est l'expérience qui m'a donné, donc peut-être qu'il ferait autre chose, ça serait pareil. Mais... Disons que ça ne me paraît pas construire beaucoup. Ça me paraît être un exercice à faire de temps en temps. Je l'utilise peu, mais ça met déjà le nom du galop à faux, c'est un peu comme la reine contraire, ou la flexion contraire, ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas dans le sens de la... Mais on peut s'en servir. Ne pas abuser. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je serais bien revenu sur le côté fort, le côté faible. Du coup, quel axe de travail pour renforcer le côté faible justement? Donc a priori, on débute sur le côté fort, on tente de l'assouplir, de le relâcher, et seulement dans un second temps, on sollicite le côté faible, donc plus délicatement peut-être, mais justement comment le renforcer pour qu'on ne détruise pas entre guillemets le boulot et qu'on arrive à renforcer le travail et la chaîne musculaire. Donc on va redéfinir un peu côté fort et côté faible, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un côté où on les plie plus facilement que l'autre. Hein, okay, donc le côté faible, c'est le côté où on va tourner dans le camion, je veux dire. Le côté crinière, on prend un cheval, on tourne à droite, il tourne bien, on tourne à gauche, on y colle un cheval en main dans la cour ou boxe, il tourne moins bien, il a plus de mal, il vient avec son épaule, il met la tête à droite, et s'il va venir à droite, il va mettre la tête à droite, et il va venir avec son épaule gauche comme ça. Si on tourne à droite, il va s'incurver très facilement. Ok, il va tourner là, et s'il va attaquer, il va attaquer avec son épaule gauche par exemple, hein, donc on l'a vu tout à l'heure. Son épaule gauche va être assez forte. Là où c'est difficile à comprendre, mais bon, je sais que vous êtes très intelligent, c'est qu'il faut faire passer ce postérieur faible, ce qu'on appelle le postérieur faible, le faire porter la table. C'est-à-dire que la table a 4 pieds, et il y a 3 pieds qui vont, les 2 antérieurs sont forts, on va dire côté gauche est fort aussi, et le postérieur droit est souvent faible et bien, le postérieur à l'intérieur un peu, et la hanche se baisse, le dos reste faible comme ça, le cheval même se repose souvent comme ça, et le cavalier quand il monte dessus, il se retrouve donc à appuyer sur ce côté faible. Si c'est le côté droit, je prends cet exemple-là. Donc ce qu'on va demander surtout, c'est d'abord, et ça je ne l'ai pas découvert il y a très longtemps, c'est qu'il faut d'abord, pour que l'articulation du postérieur droit passe, il faut d'abord l'écarter avant de la faire passer en avant. C'est-à-dire qu'on va demander déjà en priorité d'emmener ce postérieur droit en chassant les hanches à l'extérieur, en mettant le postérieur droit, en écartant le sabot du postérieur droit à l'extérieur. Et dès qu'on écarte ce postérieur à l'extérieur,
à ce moment-là, le cheval directement cède à gauche et vient s'incurver à gauche devant. Ça, c'est mécanique. Ensuite, une fois qu'il est passé ce postérieur droit, qu'il est passé plusieurs fois, on va pouvoir solliciter et accélérer et pouvoir qu'il se porte dessus. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir à droite et redemander avec des hanches en dedans, légères, très peu, simplement, que le postérieur droit a la place de se poser sous le ventre ou à côté du postérieur gauche, à la face du postérieur gauche. Il va s'écarter, venir un tout petit peu, s'écarter pour avancer et prendre de l'appui. Et ça, c'est 100% des choses. Alors ça, c'est à écrire, à démontrer, etc. Je vais le faire, mais malheureusement, je crois qu'il y a que Sten Brecht qui en parle dans son livre, et il y a très peu de gens qui en parlent de ça, et les gens s'expriment sur des chevaux, alors que finalement, quand on a compris ça, ça devient beaucoup plus facile. Mais pour le comprendre, j'avoue que c'est pas évident, parce qu'on nous a toujours appris qu'il fallait mettre les hanches en dedans, machin, etc. Donc il faut revenir sur un côté vraiment naturel, même ostéopathique, pour pouvoir comprendre ça. Et en tout cas, sur le terrain, bêtement, voir que chaque fois qu'on fait ça, ça marche. Chaque fois, ça marche. Quel que soit le cheval, qu'il soit allemand, polonais ou russe, vous faites ça, ça marche. Et ça, je peux le prouver à 100%. Et c'est vrai que si on s'attaque au côté dur, directement avec de la maladresse, les choses se mettent en défense, parce que bien sûr c'est leur côté fort, ça c'est sûr. Récemment j'avais un cheval, on avait des chevaux à Oliva, il y avait un cheval qui se mettait debout sans arrêt avec son cavalier français, et bon, j'ai travaillé à la longe d'abord, un peu comme j'ai fait ce matin. Je fais céder, donc lui mettre un tout petit peu en épaule en dedans, céder l'épaule gauche. Dès qu'il a cédé de son épaule gauche, il a pu servir son postérieur droit, et après, bon, il ne mettait plus debout du tout, il rentrait sur le terrain. C'est simplement parce qu'il y avait de la compréhension du cavalier, il demandait le contraire, qu'il agissait complètement contraire de ce qu'il fallait faire. Comme on l'a vu un peu avec les cavaliers aujourd'hui, certaines fois avec la reine extérieure, qui viennent me dire, le cheval, non, là je comprends. Non seulement je ne comprends pas, mais je ne peux pas. Voir la réaction du cheval directement. Hein. On fait ça. On attend 1 seconde, 2 secondes, si le mouvement passe, c'est comme une manipulation, hein, vous faites passer une vertèbre, clac, clac, si votre manip elle est bonne, elle passe, si vous l'avez loupée, elle est loupée. Hein. Silence approbateur. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il va falloir développer un jour, et voilà, moi je suis bien clair là-dessus. Mais je reconnais que c'est pas facile et pas facile à mettre en fonction. Essayez, regardez, essayez, et vous verrez que ça marche. Bien. Avant de clore cette session, je crois que l'écuyer en chef veut faire un présent. Je voudrais, pour clore ça, rappeler juste 2 mots qui m'ont beaucoup frappé dans ton intervention, et des mots qu'ont employés Fox-Pitt et Bartle, c'est la notion de cheval content. Fox-Pitt, toute la journée, avec son franglais, puisqu'il a répété sans arrêt qu'il fallait que les chevaux soient contents, cheval content, cheval content. Et y compris sur le cross, et tu étais là quand avec Cheney Morning, sur le cross des championnats d'Europe et championnats du monde, son souci sur le cross, c'est que son cheval soit content. Donc je trouve que c'est vraiment une notion très, très importante. Monsieur l'écuyer en chef, Là, j'ai le rôle le plus difficile, c'est celui des remerciements et des cadeaux. Donc, voilà. Michel, je voulais te remercier donc, pour cette journée, pour ce moment de partage, pour cette leçon d'équitation, de belle équitation. Alors, la belle équitation, c'est quoi? C'est toujours sûrement difficile à définir, mais en tout cas, quand on la voit pratiquer, on n'a pas de doute à ce sujet. J'ai beaucoup apprécié le côté simplicité, l'idée en fait d'enlever, quand on a un problème, de plutôt chercher à enlever qu'à en rajouter, et on n'a quand même pas toujours ce réflexe-là. Et puis ce respect du cheval, autant dans son fonctionnement, dans sa mécanique que dans son psychique. Et on peut constater que la générosité et la sensibilité de cet animal lui fait donner une réponse quasi immédiate si on comprend, ou on cherche à comprendre.
Voilà, merci encore Michel, et puis ce petit souvenir du cadre noir. Non, je vous remercie d'avoir essayé de comprendre ce que je voulais vous faire passer comme message, parce que c'est important pour moi d'avoir des bons retours. Je fais ça justement d'abord pour vous, et puis surtout pour les shows. Et je pense que oui, c'est des petites graines qu'on sème à droite à gauche, et puis qui poussent, et qui vont pousser aussi pour vos élèves, surtout, et puis que ça mûrisse dans vos têtes. Vous allez vous poser des questions, vous allez dire voilà, vous allez essayer. Surtout, essayez tout. Avant de juger, essayez d'abord, même si ça ne passe pas, même si vous aurez au moins essayé, vous aurez la conscience tranquille. Mais il faut essayer, revenir encore à nouveau, repenser à ce qu'on a fait. Ceux qui ont pris des notes, bravo. Les autres, vous pouvez mémoriser beaucoup des images que vous avez vues. Essayez de comprendre, essayez de changer vos habitudes. On l'a dit, hein, c'est ça qui est important. Et puis voilà, puis je trouve qu'il y a une nouvelle ère qui arrive et on va tous se régaler à cheval et prendre beaucoup de plaisir. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Michel Robert.